proposée par votre régime de retraite complémentaire Agir Carco. Je suis Sandrine Lemoine, directrice au pilotage de l'action sociale chez Clésia, et j'aurai le plaisir d'animer cette conférence en ligne. Le thème préserver sa mémoire et s'adapter à son évolution. Les troubles de la mémoire sont-ils inéluctables? La prévention et l'accompagnement des actifs cotisants et des retraités font en effet partie des missions du régime Agir Carco. Pour l'organisation de cette conférence, le régime a collaboré avec Ashoka, une association à but non lucratif, Laboratoire mondial de l'innovation sociale. Ashoka accompagne les entrepreneurs sociaux dans leur évolution pour l'organisation donc sur des thèmes qui ont un impact social sur la société dans les domaines de la formation, de la santé, de la lutte contre les discriminations, la protection de l'environnement, entre autres. Depuis 40 ans, cette organisation internationale a accompagné plus de 3000 entrepreneurs sociaux dans 90 pays. Les entrepreneurs sociaux du réseau les plus matures deviennent des fellows Ashoka. Rapidement, quelques consignes. Pour poser une question aux intervenants, cliquez sur l'icône « Converser » ou « Discussion » en bas de votre écran. Cliquez sur « Tout le monde ». Pour activer les sous-titres, cliquez sur l'icône « Afficher les sous-titres ». Caméra et micro sont désactivés automatiquement. Alors, au cours de cette conférence, nos spécialistes vont explorer les secrets de la mémoire pour nous aider à en comprendre son fonctionnement, son évolution quand on vieillit et les raisons pour lesquelles les troubles peuvent apparaître. Nous avons aussi voulu vous apporter une bouffée d'air frais venue de la Norvège. Le revenu moyen des ménages y est supérieur à la moyenne des pays de l'OCDE. Et ce pays de 5 millions d'habitants obtient de très bons résultats dans de nombreuses dimensions du bien-être, selon l'index Better Life, sur l'emploi, l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, les liens sociaux. Intéressant donc de voir comment fait l'entrepreneur social Nowen pour apporter un service de coaching personnalisé à domicile qui donne satisfaction. Et si nos pertes de mémoire ou celles d'un proche nous inquiètent, il ne faut pas hésiter à prendre rendez-vous dans l'un des 18 centres de prévention Agir Carco. Les médecins spécialisés dans le vieillissement des centres de prévention écoutent, conseillent et apportent des aides à partir d'un bilan personnalisé et gratuit. L'objectif de la démarche étant de rester en forme le plus longtemps possible. Bénédicte Desfontaines, neurologue, a fondé le réseau Mémoire Aloïs en 2004. Ce réseau est constitué de médecins généralistes et spécialistes en ambulatoire, donc hors de l'hôpital, et l'une de leurs missions consiste à poser un diagnostic le plus tôt possible. Ce réseau est financé par des partenaires publics et privés, dont les principaux sont des groupes de protection sociale Agir Carco, tels Malakoff Humanis, ESA, Apicil et AG la mondiale. Le plus longtemps possible. Bénédicte Desfontaines est par ailleurs fellow Ashoka depuis 2013 et toujours très active. C'est d'ailleurs grâce à Ashoka que des études médico-économiques du modèle Aloïs ont pu être conduites. Bénédicte, pour compléter ce portrait, en moins de 1 minute, et pour vous situer, quel est votre moteur personnel ? Bonjour à tous. Alors, je rajoute que je suis médecin neurologue et que je consulte à mi-temps et que le reste du mi-temps, je m'occupe du réseau Aloïs. Et mon moteur personnel, je crois, a démarré dès l'enfance sur la mémoire. J'ai grandi en Algérie après l'indépendance et j'ai assisté à la destruction des églises et à l'arabisation de l'Algérie. Et dans ma tête d'enfant de 6 ans, je me suis dit, mais comment on va faire pour se rappeler de tout ça ?
comment faire pour se rappeler de ça? Et puis, ma vocation de médecin est née à Brazzaville, où j'ai été frappée à l'âge de 15 ans par le nombre d'handicapés que j'ai vus dans la rue. Et quand je me suis inscrite en médecine, eh bien, quand j'ai fini mes études de médecine en 94, on a été confronté au nouveau problème de santé publique qui était l'augmentation en masse des patients qui avaient des maladies neurocognitives contemporaines de l'augmentation de l'espérance de vie. Et la question que je m'étais posée enfant s'est transformée en comment faire pour se rappeler de ces événements de sa vie, de passer des événements de comment se faire pour se rappeler de notre histoire avec un grand H à comment faire pour se rappeler des événements de notre propre vie. Et cette histoire de la mémoire m'est toujours restée c'est une histoire cognitive et de la mémoire, mais très importante. Je n'entrerai pas dans le détail, une minute. Hein. Merci Bénédicte. Heidi Wang, donc fondatrice et présidente de Nowen, qui signifie quelqu'un en norvégien, entrepreneur social, donc basé en Norvège et fellow Ashoka International. Vous avez conçu une méthode et un service de coaching personnalisé sur abonnement visant à prolonger l'autonomie à domicile de la personne atteinte de troubles de la mémoire, de troubles cognitifs. Le régime Agir Carco partage vos valeurs sur la nécessité d'établir un diagnostic précoce, la démarche de prévention et la volonté de se concentrer sur ce que peut encore faire la personne, plutôt que sur ce qu'elle ne peut plus faire. Ce sont d'ailleurs de telles valeurs qui ont conduit à la création des centres de prévention Agir Carco. Heidi, même chose, en moins de 1 minute, qu'est-ce qui vous anime? Quel est votre moteur? Hello everyone, thank you. Bonjour. Alors, j'étais la fille d'une personne avec démence et c'était un peu le début pour moi. J'ai beaucoup appris de mon père et j'ai compris qu'il faut se préparer quand on a ces conditions et il faut faire en sorte que ces personnes puissent vivre une vie de qualité. Les personnes autour de mon père ont beaucoup donné leur support et c'était un peu mon moteur personnel. En même temps, je me suis rendu compte que ce problème était répandu dans le monde entier. Il y avait énormément de personnes atteintes de problèmes cognitifs. Et voilà pourquoi j'ai décidé de travailler dans ce secteur. Merci. Chiara Aurore Harel, psychologue au Centre de prévention Agir Carco Bretagne, va nous dire un peu l'importance de réaliser un bilan de prévention et partagera les techniques développées dans les ateliers mémoire qui sont proposés parmi d'autres activités. Chiara Aurore, qu'est-ce qui vous anime? Quel est votre moteur? Merci. Bonjour à tous déjà. Écoutez, personnellement, au sein des centres de prévention, mon moteur, c'est de pouvoir sensibiliser les participants en les aidant à devenir et être acteurs de leur vieillissement en santé. Et en tant que professionnel de santé, on mesure vraiment l'impact positif que ça a pour faire face aux événements de la vie. Et donc, pour moi, la prévention, ça a tout son sens. Et c'est même essentiel dans le soin parce qu'on voit vraiment la différence quand il y a eu cette sensibilité en amont. Donc, voilà, c'est ça qui m'anime aujourd'hui. Merci. Alors, les présentations faites, entrons maintenant dans le vif du sujet. Donc, Bénédicte Desfontaines, je le rappelle, fondatrice du réseau Mémoire Aloïs, vous allez nous expliquer comment développer et protéger notre capital cerveau de l'enfance au grand âge. Nous subissons ou subirons tous des lésions liées au vieillissement du cerveau à partir de 50 ans, mais ces lésions sont supportables la plupart du temps. Comment évolue notre cerveau au fil des années? Alors, depuis ces 10 dernières années, la compréhension en neurosciences nous a permis de faire un bond extraordinaire. Probablement parce qu'on était confronté, comme je vous disais tout à l'heure, dans les années 90, contemporaine de l'augmentation de l'espérance de vie. Et on s'est posé la question justement de comment anticiper l'apparition de ces symptômes pour gagner de l'espérance de vie en bonne santé. Alors, ce qu'on sait maintenant, par exemple, c'est que tous les bébés humains naissent avec le même nombre de neurones.
Ça, c'est à peu près c'est identique. Ce qui va différencier un bébé d'un autre, ou un cerveau de bébé d'un autre, c'est l'intérieur du neurone, c'est-à-dire le génome, et ça, c'est inné, et le nombre de connexions synaptiques qui va se créer entre deux neurones. Et ça dépend beaucoup de l'environnement dans lequel va grandir l'enfant. Et effectivement, un enfant qui grandit dans un environnement très stimulant, éventuellement s'il parle de langue, si l'environnement est très bienveillant et aimant, ça c'est très important. J'enfonce une porte ouverte, mais ça a été démontré scientifiquement. Dans ces conditions-là, le nombre de connexions croît d'un neurone à l'autre. Et pour aller d'un endroit à un autre, il y a plusieurs routes possibles, il y a plusieurs connexions possibles. Ça se fait selon une temporalité maintenant bien connue dans le cerveau de l'enfant. Par exemple, à 6 ans, l'enfant est prêt à apprendre à lire et à écrire. Et il ne faut pas dépasser un certain âge avant de lui apprendre à lire et à écrire, sinon la lecture ne sera jamais tout à fait fluide. À 25 ans, le cerveau est terminé, globalement. C'est-à-dire que les neurones sont connectés entre eux, la réserve synaptique est à peu près constituée, et ce qui se passe d'un neurone à l'autre se fait en haut débit, puisque les fibres sont myélisées, et de 25 à 50 ans, on va faire de la maintenance de cette réserve synaptique, de ces neurones cognitifs. Mais on va toujours être capable, même entre 25 et 50 ans, de créer des nouveaux réseaux. Des nouveaux réseaux, et vous voyez bien qu'il est quand même plus facile d'apprendre une langue quand on est petit que quand on a 40 ans. Mais c'est quand même possible, sauf qu'on n'atteindra pas le même niveau de fluidité. À partir de 50 ans, les lésions du vieillissement apparaissent de façon un peu systématique dans le cerveau. Les lésions de vieillissement, elles apparaissent petit à petit, elles sont à peu près nettes à 50 ans. Ces lésions, elles sont naturelles, et dans certains cas, elles sont le fruit, enfin elles sont le reflet de maladies neurocognitives, et en particulier la maladie d'Alzheimer, qui est la maladie la plus fréquente. Si, lors de son enfance, lors de sa maintenance, j'allais dire entre 25 et 50 ans, on a développé une réserve synaptique suffisamment solide, à ce moment-là, la lésion qui va apparaître et qui va interrompre la communication entre deux neurones, donc ça ne pourra plus communiquer, le patient va pouvoir être capable de passer par une autre route pour contourner la lésion si la réserve synaptique est construite d'une bonne façon. Donc, il pourra, malgré l'existence de lésions dans le cerveau, y compris de lésions de maladie d'Alzheimer dans le cerveau, ne pas exprimer les symptômes. C'est la raison pour laquelle le travail de prévention primaire, c'est-à-dire de faire travailler ces fonctions intellectuelles, c'est-à-dire d'agir avant les premiers symptômes, est fondamental. Et la question de la prévention secondaire, qui est d'agir dès que les symptômes apparaissent, est également fondamentale, puisque la seule façon qu'on a pour retarder l'entrée dans la maladie d'Alzheimer, retarder l'entrée dans la dépendance, c'est-à-dire retarder l'expression des symptômes de la maladie, c'est là encore de développer ou d'adapter sa réserve synaptique en utilisant les ressources préservées dans le cerveau, puisque ces maladies commencent par une petite partie du cerveau, et tout un tas d'autres ressources sont tout à fait préservées et tout à fait encore plastiques, même après 50 ans. On peut créer des nouvelles connexions et on peut contourner jusqu'à un certain point les lésions pour ne pas ou exprimer les symptômes, ou alors pour exprimer les symptômes le plus tard possible. Et on voit bien, nous, avec le réseau Aloïs, on a plusieurs consultations mémoire, dont une à Paris et puis une à Mayotte, par exemple. L'éducation n'est pas la même dans les deux départements, on va dire. Le traitement des facteurs de risque des maladies neurocognitives n'est pas abordé de la même façon dans les deux départements, de telle façon que, par exemple, on voit qu'à Paris, la maladie d'Alzheimer commence à s'exprimer à 75 ans en moyenne, quand elle s'exprime à 66 ans à Mayotte. Donc, il y a tout un volet de prévention très important qu'on peut mettre en place, et ce n'est pas parce que c'est une maladie incurable qu'on ne peut pas faire de la prévention primaire, alors là, pour le coup, c'est important, et surtout de la prévention secondaire, c'est-à-dire agir dès que les symptômes ont démarré, c'est-à-dire faire un diagnostic le plus précoce possible
de la maladie, même si elle est incurable. Et quels sont les facteurs qui peuvent justement perturber le fonctionnement de notre cerveau? Alors, la réserve synaptique, j'en ai parlé, elle est fondamentale. Maintenant, il n'y a pas que ça. Si on souffre d'une hypertension artérielle, par exemple, de tout un tas de facteurs de risque cardiovasculaire. L'hypertension artérielle est un des plus gros facteurs de risque cardiovasculaire. C'est aussi un facteur de risque de la maladie d'Alzheimer. Donc, traiter l'hypertension artérielle, traiter le diabète, traiter l'hypercholestérolémie, essayer de jouer sur le tabac et l'alcool en diminuant la quantité s'il est trop importante, va permettre de protéger le cerveau, va permettre à la fois de protéger la personne des accidents vasculaires, et du coup, ces accidents vasculaires arrivent vers 50-60 ans, et du coup, augmenter son espérance de vie, et va lui permettre d'arriver à l'âge où, justement, c'est pour ça qu'on a vu apparaître une augmentation de maladies neurocognitives, c'est parce qu'on avait réussi à contrôler les facteurs de risque cardiovasculaires en métropole et pas tellement à Mayotte, par exemple. C'est d'où la différence. Du coup, les gens arrivent à 70 ans avec un cerveau sain, et plus moins il y a d'hypertension artérielle, moins il y a moins il y a de lésions et moins il y a d'expression de la maladie d'Alzheimer. Donc peut-il y avoir d'autres facteurs de risque accidentels ou qui pourraient aussi perturber plus tard tous les accidents du cerveau, à partir du moment où ils grignotent la réserve synaptique ou détruisent une partie du cerveau, mais aussi certains accidents psychiques peuvent avoir un impact délétère sur le bon fonctionnement du cerveau. Alors, on le sait aussi que pour développer sa réserve synaptique, créer des nouveaux circuits synaptiques pour contourner les lésions, il est important donc de faire travailler de s'occuper de son corps en mangeant de façon équilibrée, en faisant du sport. Ça a été démontré que l'activité physique quotidienne est adaptée à un impact bénéfique sur les fonctions cognitives et la création de nouvelles connexions, en faisant aussi des exercices intellectuels et alors ce qui est très important, en confrontant son cerveau à la nouveauté régulièrement. C'est-à-dire casser les rythmes routiniers. Les rythmes routiniers, de certaine façon, sont automatisés. Comme par exemple la conduite automobile, c'est tout à fait automatisé, on n'y pense plus. Si en vieillissant, on reste dans une espèce de routine, à ce moment-là, on utilise toujours les mêmes autoroutes, on ne pourra pas lutter contre les lésions du vieillissement et a fortiori celle de la maladie d'Alzheimer. Donc, par exemple, voyager, être confronté à des choses nouvelles, apprendre des choses nouvelles, une nouvelle langue, permet de développer, parce que le cerveau reste un organe plastique même à 70 ans, même est toujours capable de créer des nouvelles connexions. Même au début de la maladie d'Alzheimer, comme je disais tout à l'heure, une grande partie du cerveau qui est tout à fait préservée. Et c'est donc là qu'il faut agir. Donc, il faut au contraire dire aux patients, quand la maladie a démarré, de voir du monde, de sortir. Beaucoup d'associations créent des programmes artistiques pour leur permettre de sortir, des programmes sportifs pour leur permettre de se dépenser. Et tout ça a un impact dans le retard de l'entrée dans la dépendance. Ça, c'est la première raison pour faire un diagnostic précoce, et une des premières raisons. Et la deuxième raison que je trouve fondamentale, c'est de préparer les dents, c'est-à-dire la personne qui va être à côté du patient, puisque plus l'autonomie du patient va descendre, plus celle de l'aidant, plus la présence de l'aidant va être nécessaire, et plus l'épuisement de l'aidant l'attend au coin de la rue. Donc, l'épuisement de l'aidant est fondamental à anticiper. C'est deux grandes raisons au moins pour faire un diagnostic précoce d'une maladie incurable. Et donc, si on commence à avoir des troubles de la mémoire et qu'on stresse un petit peu, quels sont les moyens de préserver le plus longtemps possible ses facultés et donc son autonomie? Alors, déjà, si on commence à éprouver des troubles de la mémoire, la première chose à faire, c'est d'en parler à son médecin. Il est fondamental de consulter quand on a une plainte cognitive. C'est la seule façon qu'on aura de repérer, nous les experts dans un deuxième temps, de faire la différence entre un vieillissement normal et un vieillissement pathologique. Parce au tout début, c'est vraiment un domaine d'expertise. Parce qu'effectivement, le vieillissement pathologique survient chez quelqu'un qui vieillit aussi en partie normalement. Donc, à nous de faire la différence entre ce qui est normal et pas normal. Et dans ces conditions, au début de la pathologie, c'est un parcours diagnostique assez complexe qui nécessite plusieurs compétences ou plusieurs
corps de métier, donc les médecins généralistes, les neurologues, c'est-à-dire les psychologues spécialisés en neuropsychologie, les psychologues et les orthophonistes et tous et ça c'est le travail du réseau Aloïs, c'est d'avoir permis l'accès à la neuropsychologie, c'est-à-dire à la psychologie, parce que ce sont des psychologues dont les actes ne sont pas cotés par la Sécu, donc qui sont à la charge du patient quand c'est fait en libéral ou à la charge de l'hôpital. Nous, on a décidé de faire un ambulatoire comme service hospitalier. Les parcours hospitaliers sont complètement surchargés. Et ça, c'était bien avant le Covid. Donc, le réseau Aloïs propose un parcours ambulatoire, accessible financièrement au plus grand nombre, puisqu'on est aidé, comme vous l'avez dit, Sandrine, par des gros groupes de mutuelles qui ont bien compris l'intérêt de faire un diagnostic précoce et donc ils nous donnent des subventions pour que les patients puissent avoir des tarifs sociaux pour bénéficier de ces bilans neuropsychologiques qui coûtent cher, qui peuvent être facturés en libéral à Paris près de 500 €. Donc, vous voyez que ce n'est pas du tout accessible à tous. Premièrement, notre système, c'était de l'accessibilité au plus grand nombre dans la création de parcours diagnostiques pour arriver à un diagnostic précoce. Et deuxièmement, l'accessibilité géographique, c'est-à-dire qu'on a créé et validé la procédure de passation des tests en visioconsultation. Donc, on peut intervenir dans les zones rurales, là où il n'y a pas de neuropsychologue, puisqu'il n'y a pas Et il y a beaucoup de travail, puisque les professionnels de santé ne sont pas tous convaincus de l'importance de s'attaquer à ce problème de santé publique. Les médecins généralistes, on leur dit beaucoup, ils ont une consultation dédiée à l'hypertension artérielle, au diabète, au tabac. Donc, ils ont beaucoup de consultations dédiées à différentes choses. Là, on leur rajoute une consultation dédiée à la plainte cognitive. Et du coup, je pense que ça va permettre aux médecins généralistes d'entendre la plainte cognitive des patients et de prendre au sérieux une plainte cognitive. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas, c'est la consultation. Bénédicte, je vous interromps parce qu'il y a pas mal de questions de nos auditeurs. Faut-il faire un dépistage préventif, même si on ne remarque pas de déperdition, de perte de mémoire? Alors, il n'y a pas de dépistage possible en France. Il y a la possibilité de faire un diagnostic précoce, c'est-à-dire que on ne peut pas, si on n'a pas de symptômes, faire un parcours qui mènerait à l'existence d'une future ou pas maladie, puisqu'il n'y a pas de traitement possible, donc là, le dépistage, entre guillemets, n'est pas autorisé. En revanche, je vous ai parlé tout à l'heure de la possibilité de faire tout un tas d'exercices pour développer sa réserve synaptique et protéger son cerveau. Et ça, c'est la prévention primaire, c'est-à-dire agir avant que les symptômes n'arrivent. Maintenant, si les symptômes arrivent, il faut absolument consulter le plus tôt possible. Même si la maladie est incurable, parce qu'on le sait, on peut ralentir l'évolution, on peut stabiliser les symptômes et on va gagner du temps en bonne santé, à la fois pour soi, on va faire économiser du temps en bonne santé pour ses proches. Et puis, j'allais dire, on a même calculé avec le réseau Aloïs, grâce aux études qui ont été faites par 2 cabinets de conseil, Kea Partners et Goodwill, l'impact économique du fait de faire un diagnostic précoce et une prise en charge précoce. Ça fait économiser de l'argent à la société. Ça évite des accidents, ça évite des hospitalisations injustifiées. Excusez-moi, je vous interromps parce qu'après, on risque de déborder, mais comme il y a pas mal de questions intéressantes et je pense que c'est important de répondre à nos auditeurs, est-ce qu'avoir du mal à se rappeler de ce qu'on a fait la semaine dernière est un signe de dégradation du cerveau? Rapidement. Comme ça, hors d'un contexte, non. On a tous des fluctuations de nos performances cognitives en fonction du moment est-ce qu'on a bien dormi la veille, est-ce qu'on a appris par exemple, si on apprend une très mauvaise nouvelle qui nous stupéfie un temps, on n'arrive plus à enregistrer quoi que ce soit, il y a des choses normales. Par exemple, un oubli qui pourrait être inquiétant serait un oubli d'une chose qui était routinière jusqu'à présent. Par exemple, un homme a l'habitude d'offrir un bouquet de fleurs à sa femme tous les ans à son anniversaire. Et là, cette année-là, il a 75 ans, il oublie pour la première fois. Pour la première fois, alors que ça fait 30 ans qu'il le faisait. Ça, c'est un oubli malin, entre guillemets. Donc là, il faut consulter. Mais il est normal avec le temps d'avoir une cognition, un trouble cognitif qui
qui se modifie. Pour simplifier, à 50 ans, 50% des personnes ressentent une modification de leur fonctionnement cognitif. 60%, à 60 ans, 60%, à 70 ans, 70%. Cependant, à 60 ans, seulement 5% des patients ont une maladie neurocognitive. Vous voyez qu'il y a un écart énorme. À 70 ans, le nombre de patients va croître à 15-20%. Mais si vous avez un doute, il faut consulter. Même s'il n'y a pas de maladie sous-jacente, la meilleure façon d'anticiper la venue de la maladie et de la retarder si elle aurait pu arriver, c'est de consulter pour mettre en place des nouvelles stratégies, pour changer éventuellement son organisation de vie. D'accord. On a d'autres questions, donc je vous propose de les poser à la fin, parce que comme il y a aussi d'autres intervenants, il y aura possibilité moi, je peux de parler. répondre. Parce qu'après, l'heure tourne et donc, voilà, j'aimerais qu'on avance. Simplement, dernière petite question, comment vous contacter si on souhaite un diagnostic? Alors, donc, appelez le réseau Aloïs. On intervient. Alors, le numéro de téléphone. D'ailleurs, donc, il y a le site www.réseau-mémoire-aloïs. On intervient à Paris et à Lyon, autour de Lyon même, et même dans la zone rurale de l'Ardèche et de la Haute-Loire, en visioconférence cette fois. On intervient aussi à Mayotte. Le numéro de téléphone, c'est 01 45 41 39 57. Mais vous pouvez aussi vous connecter sur Internet. Mais je répète, 01 45 41 39 57. Merci Bénédicte. Heidi Wang, donc fondatrice et présidente de Noen, je le rappelle, entrepreneur social basé en Norvège et Fellow Ashoka International. Cette organisation propose un accompagnement sur mesure à des personnes souffrant de troubles cognitifs, perte de mémoire par exemple. Le bénéficiaire est ainsi accompagné par un coach et souscrit pour cela un abonnement. Pouvez-vous nous décrire plus précisément le service que vous apportez et comment il fonctionne? Certainly, thank you. In the beginning, I'll tell you that. Oui, tout d'abord, cette méthode a été développée avec 700 familles avec avec des patients atteints de troubles cognitifs. Et c'est une méthode qui a le but de faire en sorte qu'il y a une personne qui collabore avec les familles et les patients pour promouvoir, pour offrir un service et pour améliorer la qualité de vie des patients. Je vais vous donner l'exemple de Marie. C'est une histoire assez typique. Marie vivait toute seule à la maison. Elle avait 3 enfants qui vivaient dans la même ville. Et on a rencontré sa famille et sa fille nous a contactés pour avoir des informations. Marie avait perdu beaucoup de poids et on nous disait qu'elle n'avait pas d'appétit. Et donc, ils avaient besoin d'avoir des services de soutien parce que l'alternative était de la mettre dans une EHPAD. Et nous avons donc utilisé notre méthode pour analyser sa situation. 1, 2, 3. Il y a un message dans le chat pour que vous puissiez entendre simultanément en français la traduction. Merci, excusez-moi de vous interrompre. Allez-y. You wanted to start again or just Sorry, sorry. Est-ce que vous préférez que je recommence ou je continue? Qu'est-ce que vous préférez? Je vais continuer alors. Donc, alors, la fille de Marie nous a contactés et donc nous avons expliqué la situation et la méthode qu'on allait utiliser. Marie n'avait pas de nourriture dans sa cuisine. Et pourquoi? Pourquoi elle n'avait pas de produits, d'aliments? Parce que elle avait trop peur d'aller dans les magasins faire les courses.
parce qu'elle avait peur de rencontrer des personnes qui savaient qu'elle avait des troubles cognitifs. Et voilà pourquoi elle avait commencé à perdre du poids. Elle avait moins d'énergie parce qu'elle n'allait pas faire les courses et acheter sa nourriture. Donc, on a donc décidé de l'aider. Nous, on l'a aidée parce qu'au début, en fait, elle ne voulait pas être aidée. On a vu qu'elle était quelqu'un de avec beaucoup d'orgueil. Elle était très fière. Elle ne voulait pas que les gens se rendaient compte elle était dans une situation de difficulté. On a donc commencé à observer ce qu'elle faisait à la maison et on a un peu restructuré sa cuisine pour faire en sorte qu'elle avait à disposition tout ce dont elle aurait pu avoir besoin pour préparer ses repas, par exemple. On a fait en sorte que tous les ingrédients étaient à son hauteur et donc pas en bas. Et c'est un peu une des bases, des piliers de notre méthode, donc faciliter un peu la vie quotidienne et gagner la confiance du patient. On a donc aidé Marie à aller faire ses courses. On a restructuré sa cuisine et elle a commencé à prendre du poids, mais elle a commencé à travailler pour un diagnostic. On s'est rendu compte qu'elle avait différents problèmes. Mais au moins, la perte du poids s'est arrêtée et la famille a commencé à penser à lui offrir une place dans une EHPAD. Mais en même temps, il voulait que Marie voulait rester à la maison le plus longtemps possible. Et Marie est restée encore à la maison pendant 4 ans. Et elle a pu travailler avec un coach qui travaille avec elle 4 heures pendant chaque semaine. Et pendant une certaine période de temps, elle a eu des problèmes. Elle avait du mal à comprendre quelle heure il était. Par exemple, quand elle avait des rendez-vous avec les médecins, elle n'arrivait pas à comprendre quelle heure il était. Et donc, on a commencé à écrire des informations avec les horaires dans un petit cahier. Mais à bout d'un moment, elle oubliait de marquer, de prendre des notes. Par exemple, quand il y avait un rendez-vous avec le médecin. Et donc, on a fait en sorte qu'elle avait une routine, donc que sa routine commençait par consulter ce livre, ce petit cahier et voir si elle avait des rendez-vous, par exemple. Et de cette façon, elle a pu elle a pu gérer un peu mieux cette routine, donc aller au rendez-vous également. On a utilisé différentes méthodes donc, pour bien la gérer. Les futurs bénéficiaires de ce programme. Alors, en Norvège, il y a des communautés qui donnent ces informations. Donc,
Et donc, on s'occupe de la promotion de ces services et on a un programme de suivi également. Et il y a toute une série de mesures de prévention pour que les personnes restent à la maison, les personnes âgées restent à la maison. Et on utilise également on travaille sur les réseaux sociaux, sur les médias pour faire en sorte que les personnes puissent avoir accès à ces informations. Mais ces services ne sont pas offerts par toutes les communautés en Norvège. Il y a également des services payants privés. Est accessible pour tout un chacun ou est-ce que c'est très onéreux, très cher? In my opinion, it's not for everyone because Ce n'est pas pour tout le monde, je dirais, parce que il faut avoir quand même une ordonnance. Et parfois, il y a des services qui sont un peu moins chers, qui sont plus accessibles. Un conseil à nous donner pour préserver notre mémoire? I think Benedict had a good Je crois que Bénédicte nous a donné énormément de conseils utiles. Je dirais qu'une chose très importante est d'observer les symptômes et de consulter immédiatement. Par exemple, il y a des situations qui peuvent améliorer avec des vitamines. Et donc, si vous avez des symptômes, il faut voir un médecin. Le diagnostic nous aide énormément à améliorer la qualité de la vie. Mais là, je parle également du rôle des familles des patients. Je dirais qu'il faut intervenir le plus tôt possible aussi avec les familles, parce que si cela n'est pas le cas, le risque est que le patient n'aura plus la possibilité de utiliser des mesures de prévention et donc la qualité de sa vie va s'empirer. Donc, il faut vraiment, vraiment faire référence à des professionnels. Parce que si on n'agit pas, il y a des risques pour le patient. Donc, les familles jouent un rôle très important. Et il faut que les professionnels puissent aider. Un auditeur qui prend en charge les frais du coach? The fee of the coach is paid either by the Alors, c'est la famille, donc le patient, avec une ordonnance, ou sinon, c'est la communauté, la municipalité. Merci beaucoup. On va passer à Chiara Aurore Harel, donc je le rappelle, psychologue au Centre de prévention Agir Carco Bretagne. Je le répète, vous effectuez des tests de mémoire lors des bilans de prévention et vous animez des ateliers mémoire, entre autres. Oui. Alors, les centres de prévention, rapidement, Agir Carco, accessible dès 50 ans, c'est très peu connu. De quoi s'agit-il? Merci en tout cas pour votre question. Et pour vous répondre, j'aimerais rebondir et me rapprocher des propos tenus par le docteur Desfontaines. Effectivement, la meilleure façon de retarder l'apparition des troubles et leurs répercussions sur la qualité de vie, c'est surtout se donner les moyens de vieillir en santé en se concentrant sur le maintien de 6 pôles essentiels, à savoir stimuler nos capacités cérébrales à travers la cognition, mais aussi entretenir un bien-être mental, d'une manière générale, avoir un corps en mouvement, être actif, continuer à préserver une alimentation équilibrée et surtout se soucier de l'intégrité de ses sens qui doivent être maintenus en éveil pour pouvoir profiter de son environnement
tout en ayant un lien social. Alors, de qualité, ça, je précise ça. Et pourquoi je vous aborde ces aspects-là? Parce que, du coup, pour accompagner les bénéficiaires dans cette démarche qui est essentielle, eh bien, les actions mises en œuvre sont prioritaires pour le régime des retraites complémentaires à Agir Carco. Concrètement, ça représente quoi? C'est 18 centres de prévention Agir Carco et plus de 70 lieux d'accueil. Les bénéficiaires, qui soient actifs ou retraités dès 50 ans, comme vous l'avez précisé, ont accès à des bilans de prévention et ça gratuitement. Alors concrètement, une fois le rendez-vous pris, ils sont reçus par un médecin pendant 1 heure et par un psychologue aussi pendant 1 heure. Et à travers cela, ensemble, médecins et psychologues repéreront les risques de fragilité dans différentes sphères, d'une manière très globale, au niveau médical, psychologique et aussi social, parce que ça peut impacter, avoir des retentissements sur sa qualité de vie. Et à l'issue de ce bilan, un parcours de prévention, une ordonnance de prévention est rédigée en fonction des besoins et orienter un parcours de prévention, s'il y a lieu, bien sûr. On peut proposer ça aux bénéficiaires. Donc, ce parcours de prévention permet aux bénéficiaires d'avoir accès à une équipe pluridisciplinaire composée d'animateurs, par exemple, d'activités physiques adaptées, de kinésithérapeutes, de diététiciens, de psychologues, de médecins, d'orthophonistes, enfin voilà, pléthore de professionnels de santé. Par exemple, pour être dans un exemple concret, s'il est identifié chez une personne un risque, une habitude trop sédentaire, des conseils sont donnés pour s'inscrire dans une activité physique adaptée, soit à travers des séances collectives dans les centres de prévention ou aussi, quand ce n'est pas possible, auprès d'associations locales qui sont partenaires et il y a beaucoup de choses qui sont mises aussi sur tout le territoire. Donc, on propose aussi bien évidemment des ateliers dans d'autres domaines qui peuvent avoir une répercussion globale comme la gestion du stress, la nutrition, le sommeil, l'audition et bien sûr la mémoire, ce qui nous réunit aujourd'hui. Donc, voilà un peu pour présenter les centres de prévention. Et comment peut-on demander à réaliser un tel bilan de prévention? Finalement, il y a plusieurs moyens. Déjà, pour rappel, comme on le disait, les bilans de prévention proposés sont gratuits et accessibles dès 50 ans. D'accord? Donc, pour y accéder, il suffit d'aller déjà sur le site de prévention, centredeprévention.fr, et de se laisser guider en remplissant un formulaire d'inscription qui est en ligne. Et les secrétaires des différents centres de prévention reprennent contact avec vous et finalisent cette prise de rendez-vous en fonction des besoins et des attentes. Vous pouvez aussi trouver sur le site le centredeprévention.fr le centre de prévention le plus proche de chez vous et contacter directement par téléphone pour pouvoir appeler et avoir un contact humain directement et pouvoir finaliser l'inscription. Le troisième lieu où on peut prendre rendez-vous auprès des centres de prévention, c'est Doctolib aussi. On est référencé sur Doctolib. En ce qui concerne le quand, ça, finalement, les raisons elles peuvent être très variées. Lorsqu'on traverse des situations, des périodes difficiles qui peuvent avoir un retentissement sur la mémoire, mais aussi la santé mentale et la santé physique. Par exemple, quand on est dans une situation d'aidant, et ça, on sait que c'est une période qui est assez vulnérable, de vulnérabilité, et d'autant plus auprès d'un proche en perte d'autonomie, il y a un épuisement qui peut aussi se mettre en œuvre, et d'autant plus avec un malade atteint d'une maladie neurodégénérative comme la maladie d'Alzheimer. Donc ça aussi, ça peut être un moment propice pour essayer de prendre soin de sa santé aussi et de ne pas s'oublier dans cette affaire-là. Un bilan peut aussi être judicieux lorsqu'on a des inquiétudes tout simplement vis-à-vis de ses propres facteurs de risque, de son capital génétique, des événements aussi de santé qui peuvent être mal compris, qu'on traverse, et avoir le besoin à travers ce bilan qui, je le rappelle quand même, c'est un temps assez important. Médecin et psychologue, c'est pas toujours, on n'a pas toujours l'occasion dans son parcours de soins d'avoir un temps aussi important pour échanger. Et donc, à travers ce bilan, il est possible de répondre à des questions et surtout de lever des inquiétudes. Et puis,
tout simplement, on peut aussi avoir besoin de faire le point, de se rassurer sur son état et de demander à faire un bilan pour avoir une vision globale de sa santé au dehors des problèmes aigus, et ça j'insiste là-dessus, qui eux relèvent du médecin traitant. Le centre de prévention, c'est vraiment un point global et pas une réponse à une problématique aiguë. Donc ce bilan global permet de renforcer ses atouts, de soulever des zones de vulnérabilité et d'échanger avec des professionnels pour avoir une vue d'ensemble sur sa santé. Donc, ça peut constituer aussi un soutien réel dans des moments de doute et quand on se sent démuni et seul. Et donc, si on constate une perte de mémoire, comment vous évaluez la gravité et l'origine? D'accord. Alors déjà, on réalise des tests de mémoire à visée de repérage, des outils de repérage sont proposés dans le but d'objectiver aussi des troubles. Alors, ce n'est pas systématique, il faut venir avec une plainte, bien évidemment, comme on l'abordait tout à l'heure. L'évaluation permettra d'objectiver ou non sur des scores et d'intégrer cela aussi à une évaluation multidimensionnelle à travers le bilan qu'on propose, puisque ça permet aussi de repérer des facteurs aggravant les troubles de la mémoire, tels que l'état physique, les degrés d'anxiété, la qualité du sommeil, et de voir aussi, de pouvoir apprécier le retentissement des symptômes, des troubles sur la dépendance, et puis aussi la qualité de vie et de l'entourage aussi, de la vie de l'entourage. Donc, si des troubles sont objectivés, au sein du centre, on n'est pas en capacité, on ne peut pas, et puis ce n'est pas notre rôle, de pouvoir déterminer l'intensité, la gravité et aussi l'origine. Du coup, il y a un besoin réel de réaliser des tests beaucoup plus approfondis pour pouvoir apprécier la gravité et l'origine des symptômes. Et c'est là qu'on intervient, puisque nos médecins prennent contact avec le médecin traitant, qui est le médecin vraiment référent pour le patient, pour faciliter justement cette orientation vers les réseaux diagnostiques, tels que le réseau Aloïs d'ailleurs, et puis aussi les consultations mémoire locales et les dispositifs les plus proches, qui, en plus de faciliter l'orientation, auront accès à un compte-rendu détaillé de la situation médicale, psycho et sociale de la personne. Donc, c'est vraiment une aide précieuse pour les réseaux et ça permet surtout de faciliter l'accès précoce, j'ai envie de vous dire, vers les consultations mémoire. Et à quoi servent donc les ateliers mémoire des centres de prévention que vous animez et quel genre d'exercices ils sont pratiqués? Alors, les ateliers, oui. Les ateliers mémoire sont proposés aux bénéficiaires qui s'inquiètent mais ne présentent pas de troubles lors des tests réalisés en amont. D'accord, mais il y a quand même un élément d'anxiété et d'inquiétude lors du bilan. Et donc, ils sont orientés vers les ateliers de prévention par l'ordonnance de prévention qui a été faite lors de leur bilan. Donc, ainsi, la vocation de nos ateliers et au sein des centres de prévention est différente de ceux pratiqués en institutions spécialisées, par exemple, où là, l'enjeu, c'est vraiment de ralentir l'évolution des troubles et leur impact dans les activités de la vie quotidienne. Et puis aussi de relayer et d'avoir, par rapport à l'entourage, on va dire, une écoute aussi. Nous, nos ateliers, ils sont animés aussi par des professionnels de santé, par des psychologues et font intervenir des médecins ou autres professionnels comme des sophrologues, par exemple, quand on aborde l'effet du stress, c'est un fait, mais comment faire pour pallier justement à ces conséquences-là, par exemple. Et ça s'adresse à des personnes qui se posent des questions comme pourquoi j'oublie, ou je cherche des mots ou des objets, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas justement l'entrée dans quelque chose, etc. Donc, ça permet aussi d'entendre cette inquiétude-là parce qu'elle est réelle et on la vit tous à un moment donné, plus ou moins intensément en fonction du moment de sa vie. Et l'objectif, c'est vraiment de comprendre comment entretenir sa mémoire, d'apprendre et découvrir tous les gestes qui peuvent améliorer la cognition d'une manière générale, de développer et renforcer ses capacités attentionnelles parce que c'est le carburant de notre mémoire et souvent, on minimise un peu trop cet impact-là et les séances permettent d'être attentifs aussi à ses émotions, au stress qui peuvent perturber l'accès et le chemin à ses souvenirs. C'est aussi la manière aussi parce que c'est plusieurs séances, 6 séances en moyenne,
ça permet de donner le temps d'accepter aussi qu'on puisse être influencé par des facteurs perturbateurs de la mémoire. On l'évoquait tout à l'heure, les troubles sensoriels, les maladies cardiovasculaires, la sédentarité, l'isolement social, hein, qui a un impact majeur aussi. Donc, plutôt que de se focaliser sur l'échec, eh ben, essayer de développer une autre posture en disant, bon, bah voilà, là c'est difficile, mais comment je peux améliorer la situation, comment je peux améliorer ma mémoire en mettant en œuvre des moyens mémotechniques que je vais pouvoir expérimenter lors des ateliers aussi. Parce que souvent, les conseils sont donnés, mais on n'a pas forcément le temps, la possibilité de les mettre en pratique. Et là, c'est se consacrer un temps pour le faire aussi. Et ça, c'est important. Donc, ça permet aussi de découvrir ces modalités sensorielles favorites aussi. Il y a des personnes qui préfèrent voir pour mémoriser les choses, d'autres qui préfèrent entendre. Et finalement, de se dire, est-ce que le fait d'associer les entrées sensorielles entre elles, ça ne serait pas plus judicieux pour optimiser aussi ces compétences de mémorisation? Donc, voilà, c'est un lieu qui est l'occasion pour les participants aussi, encore une fois sans trouble, mais anxieux, de se rassurer, de reprendre confiance en eux. Et ça, c'est important aussi, de voir qu'ils sont capables de faire finalement et de devenir acteurs dans la prévention de leur mémoire. Parce que l'intérêt, voilà, c'est de proposer un lieu, un environnement en sécurité pour expérimenter en groupe de 10-12 personnes, comme je vous disais, et d'inciter à mettre les conseils en pratique dans la vie quotidienne. Parce que, bien évidemment, apprendre quelque chose, c'est important de voir que on est capable de le mettre en pratique, c'est bien et que c'est performant, mais il faut aussi le transférer dans son quotidien. Et donc, c'est pour ça que le fait que les séances s'organisent sur le long cours, ça permet d'inciter ça aussi, ce transfert dans la vie quotidienne. Donc, il existe dans les séances pas de bonne ou de mauvaise réponse ou même de bonne ou de mauvaise performance, hein. L'enjeu, c'est vraiment de voir la progression. C'est ça qui compte et de mettre en pratique et avoir des retours aussi de sa façon de faire pour se rassurer. D'essayer de ne pas trop se dévaloriser parce qu'on a tendance à être assez sévère avec soi dans sa façon d'être et de faire. Et puis aussi, de pouvoir avoir l'opportunité de s'interroger sur le déclin lié au vieillissement et d'apprendre à faire la part des choses et de s'adapter pour continuer à prendre du plaisir et à s'épanouir. Parce que c'est ça le but, hein, c'est de pouvoir s'ajuster aux conditions du navire, si je puis dire, mais de pouvoir continuer à avoir une vie qui nous plaît, qui a du sens pour nous. Voilà. Alors, il y a beaucoup de questions des auditeurs autour de la mémoire et c'est normal. C'est un sujet qui nous préoccupe tous. J'en prends une. Est-ce que la maladie d'Alzheimer est héréditaire? C'est pour le docteur Desfontaines, peut-être? Voilà, docteur Desfontaines. Et puis, on va les prendre parce que c'est tout autour de la mémoire. Donc, alors, docteur Desfontaines, est-ce que c'est héréditaire? Il y a une proportion de maladies d'Alzheimer qui sont héréditaires, ou ce qui représente moins de 5% des maladies. Certains gènes ont été identifiés comme étant vraiment la cause de la maladie d'Alzheimer. Et donc, en théorie, on pourrait même faire un diagnostic anténatal dans certaines familles. Mais c'est rare. Ce sont des maladies qui démarrent avant 60 ans, le plus souvent même avant 50 ans. Donc, c'est une toute petite proportion de maladies d'Alzheimer et la grande majorité des maladies d'Alzheimer qui survient, comme je disais tout à l'heure, plutôt vers 70, enfin entre 65 et 80 ans, n'est pas véritablement héréditaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien de cause à effet direct. Il y a des facteurs génétiques qui interviennent et ces facteurs génétiques peuvent être contrebalancés par des facteurs environnementaux, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de mettre en place des stratégies de mémorisation, où j'insiste beaucoup sur effectivement ce que vient de dire Madame Harel, le fait d'avoir une activité, un corps en mouvement, le fait de confronter ses fonctions intellectuelles à la nouveauté. Ça, c'est le fait d'avoir un lien social et familial riche et dense. Ce sont tout autant le fait de protéger son cerveau d'une hypertension. Quand on a une hypertension artérielle, on prend ses médicaments.
quand on a un diabète, on prend ses médicaments. Par-dessus le marché, tout ça on fait de l'exercice physique et on sort, on voyage, on va au musée, on est confronté à l'art, on est confronté à la musique. Ça a été démontré que l'art et la musique ont un impact bénéfique sur la bonne connexion des fonctions cognitives et donc le retard de l'expression des symptômes d'une maladie d'Alzheimer quand elle a démarré. Ça l'a stabilisé. Une partie de pétanque, hein, faire une partie de pétanque régulièrement. Voilà, en fait, le plus important, et ça c'est une activité physique, une partie de pétanque, le plus important, c'est que la personne doit trouver ce qui lui fait plaisir. Et c'est ça qu'elle doit faire. C'est pour ça qu'il n'y a pas un livre à recommander. Ce qu'il faut faire, c'est vous poser la question, qu'est-ce qui me plaît? Et dans ces conditions, le développer. Si ça vous plaît de voyager, eh bien à ce moment-là, apprenez une langue nouvelle et allez voyager, mais hors d'un cadre hyper organisé, puisqu'il s'agit de confronter son cerveau à la nouveauté. Si ça vous plaît de faire une activité physique, eh bien, rendez la routinière, quotidienne, et développez tout ce qui vous plaît. On sait que le plaisir est le moteur, le moteur qui marche sur la durée, le seul. Le plaisir et l'amour. Et la perte d'audition favorise-t-elle Alzheimer? Alors, le cerveau reçoit les informations par les organes des sens, c'est-à-dire les oreilles, les yeux, entre autres, le goût, l'odorat et puis le toucher. Quand un organe des sens est altéré, on perd une porte d'entrée. Donc oui, c'est pas que ça favorise du tout la maladie d'Alzheimer, mais l'entrée des informations s'en trouve réduite. Alors si on démarrerait en plus de ça, maladie d'Alzheimer, ça va peut-être participer à l'évolution plus rapide de la maladie d'Alzheimer. Mais ça ne va pas être un facteur de risque. Il faut bien différencier l'expression des symptômes de la maladie d'Alzheimer qu'on peut moduler, surtout si on fait un diagnostic précoce. C'est pour ça qu'il faut faire un diagnostic le plus précoce possible, du nombre de lésions qu'on a dans la tête. Il n'y a pas de corrélation entre le nombre de lésions qu'on a dans la tête de la maladie et l'expression des symptômes que l'on exprime. Enfin, les symptômes, j'ai vu qu'il y avait des questions qui posaient qu'est-ce qu'un symptôme? Un symptôme, c'est par exemple, je cherche un mot, j'oublie un truc, j'ai un bouton, c'est pas pour sortir de la neurologie, hein. J'ai mal au ventre. Ça, c'est un symptôme, un signe. Parce que j'ai vu que la question revenait beaucoup tout à l'heure, je scrollais un symptôme, c'est ça. Donc, si on a une plainte, parce que de mémoire ou de langage ou une inquiétude, ça c'est un symptôme, une inquiétude, un signe. À ce moment-là, on consulte, on se fait entourer. Il y a des experts autour de vous, autour de nous, des médecins généralistes sont maintenant de plus en plus sensibilisés à la question, outillés pour répondre à la plainte cognitive. Donc, s'il y a un symptôme, un signe, quelque chose qui vous alerte, un symptôme, c'est n'importe quoi. C'est j'ai mal ci, j'ai un bouton là, j'ai un problème de mémoire. Consultez. Nous, notre métier, les experts, c'est de faire la différence entre le vieillissement normal et le vieillissement anormal. Et ça se fait au tout début. Parce que Une dernière question, juste vous interrompre parce qu'il faudrait conclure après. Dépression et burn-out sont-ils des facteurs aggravants? Alors, dépression et burn-out engendrent eux-mêmes, pour leur propre compte, des troubles cognitifs. Donc, au début, et premièrement. Deuxièmement, au début de la maladie d'Alzheimer, au tout début de la maladie d'Alzheimer, 80% des gens ne se reconnaissent plus. C'est comme ça que ça commence. La maladie d'Alzheimer, les gens ne reconnaissent plus eux-mêmes leur fonctionnement intellectuel. Mais ça ne se voit pas à l'extérieur. C'est-à-dire que personne ne l'a encore vu. Donc, et donc, ça a un impact dépressif sur eux. Donc, la maladie d'Alzheimer, très souvent, commence par une dépression qui est très sensible aux antidépresseurs. Donc, si on commence à faire une dépression, allons consulter. Là aussi, le traitement antidépresseur dans ces maladies neurocognitives est très efficace. Donc, il vaut mieux prendre un traitement antidépresseur quand on a une dépression que pas. Hein, et puis après, on voit la personne 3 mois après, quand la dépression est levée par le médicament et l'accompagnement psychologique, parce que je pense que les deux sont indissociables, s'il y a réellement des troubles cognitifs sous-jacents. Et si c'est le cas, parce que les troubles dépressifs peuvent masquer un peu, si c'est le cas, à ce moment-là, on prend en charge les troubles cognitifs chez une personne qui n'est plus déprimée. Merci. Pour conclure, donc n'ayons pas peur de consulter en cas d'inquiétude et découvrir peut-être que nous ou un proche sommes fragiles, car il existe des réponses apportées par des professionnels pour nous accompagner dans le parcours de soins.
Et dans ce cas, venez dans les centres de prévention Agir Carco, car il faut mieux prévenir que guérir. Ne vous inquiétez pas, si vous avez un ou des signes de fragilité, nous vous proposerons des activités pour y remédier. La prévention, ce n'est pas que le diagnostic précoce, ce sont aussi des activités physiques adaptées, stimulation cognitive, ateliers cuisine. Je parlais de pétanque tout à l'heure. Ces activités sont gratuites pour les actifs et les retraités de l'Agir Carco. Sont également l'occasion de sortir de chez soi, de voir du monde, de vous faire de nouveaux amis, de maintenir une vie sociale et du plaisir à discuter. Donc, nous espérons que cette conférence en ligne a répondu à vos attentes en vous apportant des informations et des idées pour préserver votre mémoire, notre mémoire, et s'adapter à son évolution. Nous vous serions très reconnaissants de répondre en 3 minutes à notre questionnaire de satisfaction dont vous trouverez le lien dans le chat. Alors, à vous de jouer. Si vous êtes inquiet à cause de perte de mémoire ou pour un proche, prenez rendez-vous dans un centre de prévention Agir Carco. Suivons les conseils donnés par Bénédicte Desfontaines pour préserver notre capital mémoire. Surveillez votre alimentation, surveillons notre tension aussi, pratiquons une activité physique adaptée et évitons la routine. Ça, j'ai bien noté. Le coach décrit par Heidi Wong est une source d'inspiration en France et peut aider aussi à rester plus longtemps à domicile en cas de troubles cognitifs. Donc, nous arrivons au terme de cette conférence. Je tiens à vous remercier pour votre participation. Merci aux intervenants qui étaient passionnants. Merci et bonne journée, excellente journée. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.